Allez. Donc j'enregistre. Donc ce théorème, si les termes pairs convergent vers L, les termes d'indice pair impairs convergent aussi vers L, alors la suite elle-même converge vers L. Tout d'abord, bon, le problème majeur, c'est que on a envie de réunir des ensembles, de réunir des termes ou de les additionner, mais la réunion de suite, ça n'existe pas, et si vous additionnez les termes pairs et les termes impairs, vous n'obtenez pas la suite initiale. En fait, on a envie de les réunir, mais la réunion de suite, ça n'existe pas. C'est la réunion d'ensemble, et la réunion d'ensemble, ça veut dire que vous passez aux ensembles des termes de la suite, et ce faisant, vous perdez l'ordre des termes. Et donc, il n'y a plus de suite, et donc, on n'y est plus. En fait, le souci est lié à ça. Le souci est lié au fait que le petit n de là et le petit n de là n'est pas le même. Et le petit n que je vais écrire là, en fait, j'espère que je vais réussir, je veux écrire ça. Pour tout n supérieur à un certain n. Mais le problème, c'est que les petits n des trois lignes ne sont pas les mêmes. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais renoter, pour que vous ayez bien pour simplifier, ça, je vais le noter K. Dès lors, si vous le notez K, vous devez prendre conscience que K, il peut s'écrire en 2n ou 2n plus 1. Dès lors, quand est-ce qu'il va être couvert par la première phrase? Quand 2n est plus grand que n1. Quand 2n est plus grand que n1, c'est-à-dire quand K est plus grand que 2n. J'écris la première phrase pour epsilon1 égale epsilon. Il existe n1 appartenant à grand n, quel que soit n plus grand que n1, on a ça. Pour k égale 2n supérieur à 2n1, on a uk moins zl, qui est égal à u2n moins zl, qui est inférieur à epsilon1, c'est-à-dire epsilon. Par ailleurs, on pose epsilon2 égale epsilon. On a pour k égale 2n plus 1 supérieur ou égal à 2 z2 plus 1, on a uk moins l qui est égal à u indice 2n plus 1 moins l, qui est inférieur ou égal à epsilon 2 qui est égal à epsilon. Ainsi, uk moins l est inférieur à epsilon pour tout k supérieur ou égal à n3, en posant n3 égale. Il faut que, si k est pair, il faut que k soit supérieur à 2n. Si k est impair, il faut qu'il soit supérieur à 2n2 plus 1. Et donc, le n3, c'est pas, comme on le pense souvent, le maximum entre n1 et n2. Non, c'est le maximum entre 2n1 et 2n2 plus 1. C'est d'accord? Ceci pour tout epsilon, c'est quand même petit. Ok? Voilà la fin de ce paragraphe sur les suites extrêmes. Notez qu'un exercice, nous traiterons, peut-être pas aujourd'hui, peut-être pas cette année, peut-être plus tard dans l'année, je ne sais rien. Il y a des cas parfaitement similaires, regardez. Là, je me suis concentré sur les termes pairs ou moins pairs, c'est-à-dire un multiple de 2. Tiens, je ne le corrigerai pas maintenant. Je ne sais plus si j'ai mis la page TD ou pas. Vous pouvez très bien réfléchir en lisant l'exercice, si vous pensez avoir bien compris la preuve, à cette version. Mettez 3n plus 1.
cette version, vous avez à peu près compris ce qui se passe, vous devez comprendre qu'il manque 3 n plus 2. Voilà. Vous pouvez réfléchir à cet exercice, je ne le corrigerai pas. Je l'ai peut-être mis dans la page de télé. Ok? Voilà. Le deuxième paragraphe pour compléter ce chapitre sur les suites, et après on passe à autre chose. Le paragraphe sur lequel on va passer rapidement. Le paragraphe sur les suites complexes. Leur ensemble se note exactement pareil que pour les suites réelles, c'est des suites de valeur complexe. Donc ce sont des suites dont les termes sont des complexes et pas des réels. D'accord? Par exemple, tiens, la suite géométrique de raisons non pas 2, mais de raisons i exponentielle, c'est une suite de complexes. Je suis bien comme ça. Non, c'est pas le cas. Mais si, il y a plein de problèmes avec ça. C'est pour ça que ça va aller vite, parce qu'il perd des repères à la chose. Si, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe, mais on peut quand même dire les choses. Alors, puisque vous le dites, on va dire en cash, on perd tout ce qui est lié à une inégalité. Et alors, sur les suites, je ne sais pas si vous en avez conscience, mais là, vous allez avoir conscience que des notions liées à une inégalité, il y en a beaucoup. Pourquoi? Parce que l'inégalité n'existe pas dans le C. Dire que un complexe est inférieur à un autre, ça n'existe pas. Nous venons de perdre d'un seul coup la notion de majorée, minorée, croissante, décroissante. Je complète avec des notions de suite adjacentes. On vient de perdre le théorème des gendarmes, on vient de perdre l'inégalité large, le passage à la limite. Et bref, il ne reste pas grand-chose. Oui, alors qu'est-ce qui reste dans ce jeu de massacre? Il reste quand même. Non, c'est pour tout. Enfin, je vais vous le dire après. Il reste quand même des notions. Il reste quand même la notion de suite bornée. Ah ouais, dans cette liste, je n'ai pas écrit la suite bornée. Pourquoi? Là, il y a une inégalité. Oui, mais une inégalité, une suite bornée. On a vu que c'était équivalent à dire que sa valeur absolue était majeure. Là, je suis en train de parler de suite réelle. Mais maintenant, on va prendre comme définition def une suite complexe U est bornée lorsque il existe un réel M tel que module de UN est inférieur à M. Grâce au module, on se ramène au réel, et même au réel positif. Une suite de majorée ou minorée, ça n'existe pas, mais bornée, ça existe. Grâce au module. Alors, ça se représente comment ça? Alors, c'est un peu pénible parce que les suites complexes, dans tout le cours, je vous ai fait des suites avec l'abscisse, c'est les entiers, et l'ordonnée, c'était le UN. Je ne peux plus le faire, ça signerait que vous fassiez un dessin à 3 dimensions. Ce que je vais vous faire maintenant comme dessin, c'est des dessins comme ça. Je vais dessiner le plan complexe et je vais mettre des croix qui vont être les divers termes U0, UN, U2, U3. Et le N, il va disparaître dans mon dessin. Vous sommes d'accord? Par exemple, une suite de complexe. Quel que soit N appartenant à grand N, UN égale 1 sur N plus I moins 1 puissance N. D'accord? Alors, comment je vais la dessiner, cette suite de complexe? Eh bien, U0, donc U0, il n'existe pas.
U1, c'est 1 moins I. Donc, ici, vous avez 1. Ici, vous avez moins I. Ici, vous avez I. Voici U1. U2, c'est... Non, qu'est-ce qu'on rappelle? U1, c'est 1 moins I, oui, c'est ça. U2, c'est 1 demi plus I. Voici U2. 1 demi plus I, pardon. 1 demi plus I. Voici U2. U3, c'est 1 tiers moins I. Donc U3, il va être quelque part par là. U4, c'est 1 quart plus I. Voilà les dessins que je vais vous faire. Ça va pas être terrible. En fait, si je vais vous faire des croix sur un tableau, sur un plan, ça va être les croix, les divers termes de la suite. Et N, il n'apparaît pas de ces deux dessins. D'accord? Et alors, dire qu'une suite est bornée, c'est dire qu'un module, c'est inférieur ou égal à N. Ça dit quoi ça, sur cette suite? Ça se représente comment sur un dessin? Sur module est inférieur à N. C'est un disque de rayon N. Et de symbologie. Voilà. On est en train de dire que tous les termes de cette suite sont dans le disque de symbologie de rayon M. Ça signifie ça être borné pour des suites complexes. Nous sommes d'accord? Si vous regardez le cas particulier où UN s'avère être réel, ça veut dire que UN est coincé entre moins M et plus M. On retombe évidemment, heureusement d'ailleurs, on retombe évidemment heureusement sur la notion de suite réelle bornée. Ok? Bon, ce qui perdure encore, c'est la convergence. Définition. U converge vers le complexe petit l lorsque, quel que soit epsilon c'est un objectif, il existe un rang à partir duquel valeur absolue de UN moins L est inférieure ou égale à epsilon. Non, pas valeur absolue. Module de UN moins L. Le seul truc qui change par rapport à la convergence complexe réelle, c'est ce que je vous ai fait en théorie. D'accord, ça s'écrit pareil, c'est des modules. C'est des modules. D'accord? Attention à ne pas l'écrire, par contre, UN coïncide entre L moins epsilon, L plus epsilon, ça devient faux. Bon. Et alors, vous pouvez reprendre le cours que nous avons écrit sur les suites réelles et vous adapter. Vous verrez que ce qui persiste, c'est, malgré la perte de toutes ces notions, persiste le fait que si une suite converge, alors elle est bornée. Persiste le fait que la somme de deux suites qui converge vers la somme des limites. Le produit converge vers l'autre produit des limites, etc., etc. Toutes les propriétés opératoires sur les limites sont préservées. L'unicité à la limite est conservée. Alors, il faudrait que je vous redémontre tout une prochaine fois. D'accord? Pas fou, c'est d'autant plus que le dernier résultat va me permettre de un peu contrôler les choses. Bon, l'avant-dernier résultat, c'est quand même le suivant. Diverger vers plus l'infini n'a pas de sens. Enfin, c'est pas vrai. Ça n'a pas de sens pour nous. Tout simplement parce que c'est un peu compliqué. On pourrait le faire. Voilà pourquoi c'est un peu compliqué. En fait, c'est une notion qui existe, qui est bon. Pour les réels, il y a deux manières de diverger vers plus l'infini. Tendre vers Ferrand du Var, ou bien tendre vers Saint-Jacques-Ferrand. Et ouais, pour les complexes, vous pouvez aussi vous dire qu'on va tendre vers là, vers là, vers là, vers là, vers là, vers là, vers là. D'accord? En fait, diverger pour un complexe, il y a plein de sens possibles. Diverger pour un réel, c'est tendre vers la droite, vers plus l'infini ou vers la gauche, vers moins l'infini. Pour un complexe, non, il y a tous les rayons possibles.
Et donc cette notion existe. Par contre, temps envers plus infini, ça n'existe pas. Parce que temps envers plus infini, comme pour les réels, c'est une inégalité, je vous l'écris, je l'effacerai après. Quel que soit A appartenant à R, il existe N0 appartenant à N, quel que soit N supérieur à N0, UN est supérieur ou égal à A. Et ce que je viens de vous écrire là, ça n'existe pas. Ça on ne peut pas l'écrire. Donc l'inégalité qui est au cœur de la définition de temps envers plus infini, elle fait que je ne peux pas l'écrire. Et donc il faudrait imaginer un peu plus compliqué. D'accord? Pour nous, ça n'a pas de sens, et puis c'est tout comme ça. On évite les soucis. Puis surtout, c'est pour moi. Enfin, un dernier résultat qui est quand même intéressant. Théorème. U converge vers L si et seulement si la suite de ces parties réelles converge vers partie réelle de N. La suite de ces parties, et les deux, la suite de ces parties imaginaires converge vers partie imaginaire de N. Ce résultat que nous allons trouver alors, il est techniquement assez lourdingue, mais il tue un peu dans l'œuf tous les exercices sur les suites de complexes. Puisque si on vous donne un exercice sur les suites de complexes, vous pouvez vous dire affolé, ouais mais, bon là je l'ai effacé, mais tous les théorèmes qu'on a sur la main, c'est cool. Si on vous demande de montrer que une suite réelle converge, qu'est-ce que vous allez sortir? Vous allez dégainer le théorème des gendarmes, le théorème sur les suites constantes et majorées, bon, éventuellement le théorème sur les suites adjacentes, mais avec ça déjà il y a plein de choses à faire. Là, ça peut, tous ces théorèmes ils sont faux dans ces. Grosso modo, tous les théorèmes d'existence limite que nous avons démontrés sont faux dans ces, ils n'existent même pas. Ils sont faux, c'est qu'ils n'existent pas. Dès lors, si je vous donne une suite comme ça, comment vous faites pour l'étudier? Votre réflexe, très rapidement, ce sera plus simple. Votre réflexe, ça peut être de dire est-ce qu'elle est constante? Ça n'a pas de sens. Est-ce qu'elle est encadrée entre. Ça n'a pas de sens. Je vais finir ma phrase. Est-ce qu'elle est encadrée entre deux suites qui convergent? Ça n'a pas de sens. Est-ce que c'est un bout de suite adjacente? Ça n'a pas de sens. D'accord? Mais heureusement, ce théorème, il vous dit que vous regardez la suite des parties réelles, sur elle, elles convergent vers zéro. Vous regardez la suite des parties imaginaires, elles divergent. Donc ces deux suites divergent. Parce que pour qu'elles convergent, il faudrait que ça converge vers quelque chose et que ça converge vers quelque chose. D'accord? Dès lors, si on vous donne un exercice sur une suite de complexe, vous pouvez pour vous dire je calcule sa partie réelle, ça me fait une suite réelle. Je calcule sa partie imaginaire, ça me fait une suite réelle. Ça devient deux exos sur les suites réelles. D'accord? C'est pas toujours terrible, mais bon, déjà. Il reste à prouver ce théorème. Et on aura fini le chapitre sur les suites. Oui. Par exemple, puissance n, exponentielle, puissance n, ça diverge? Exponentielle n, comme ça? Oui, oui. Sa partie réelle, elle vaut quoi? Elle vaut cosine. C'est très difficile, mais vous savez que la cosine, elle diverge. Donc c'est même pas la peine de regarder sa partie imaginaire. Qu'est-ce qu'on peut regarder d'autre? Ça. Bon, c'est pour n, toi. C'est cosine sur n. Borné fois un truc qui tend vers 0, ça converge vers 0. Plus i sin n sur n. Borné fois un truc qui tend vers 0, ça converge vers 0. Donc tout ça, ça converge vers 0 plus i fois 0, c'est divergent. C'est d'accord? C'est bon pour tout le monde? Ouais. Allez, on trouve ce théorème et on passe à autre chose.
Alors, c'est une équivalence. Je prouve d'abord le sens réciproque. Si AN tend vers LA et BN tend vers LB, alors AN plus IBN tend vers LA plus ILB, c'est-à-dire UN tend vers L. C'est très simple, mais il y a des petites subtilités à comprendre. Enfin, subtilités non, mais il y a un truc à comprendre. Vous pourriez vous dire, si vous lisez ce que je vous ai écrit à tout et beaucoup, il y a une lacune intellectuelle dans ce que je vous présente. Il y a un endroit. Enfin, j'ai omis sciemment de faire un truc. Et c'est juste au final, je vous balade par la. On a défini les termes de la suite et pas la suite. Non. La suite, elle est finie par considérer soit U une suite. Non. C'est des suites extraites. Non, pas du tout, c'est pas une suite extraite, parce que je suis pas en train de travailler sur les additions. C'est pas une suite extraite. On ne sait pas si LA et LB sont égaux. Ah, c'est moi. Peut-être que la manière dont je vous l'ai dit, c'est plus qu'autre chose. Là, je m'appuie sur le fait des propriétés opératoires que je ne vous ai pas démontrées, c'est ça que je veux dire. Propriétés opératoires, je vous ai dit on peut le faire, mais je ne l'ai pas démontré. Là, j'ai fait une somme et un produit de suite, complexe. C'est ça que je voulais dire, oui. D'accord? Je ne voulais pas démontrer ça, bon, on peut, mais c'est long. C'est pas dur, hein, mais c'est long. C'est pas dur et en plus c'est super répétitif, ça ressemble à s'y méprendre à ce qu'on a écrit sur le réel. Il suffit d'écrire ce qu'on a écrit sur le réel, notamment un lisa module de valeur absolue. L'autre sens maintenant. Si UN tend vers L, alors UN moins L tend vers 0. Donc, là, il y a un passage intéressant qui est le suivant. Si UN moins L tend vers 0, alors sa valeur absolue tend vers 0. On l'a déjà démontré. Ah non. Là, je suis en train de vous dire son module tend vers 0. Ça fait partie des propriétés opératoires conservées. Mais son module, ça vaut quoi? Racine carrée de sa partie réelle plus sa partie imaginaire au carré. C'est-à-dire racine carrée de quelque chose d'inversé. La partie réelle au carré plus la partie imaginaire au carré. La partie réelle, c'est AN moins LA. La partie imaginaire, c'est BN moins LB. Donc, alors je vais vous écrire un truc qui est juste. Il y a quelque chose qui peut vous sembler surprenant, mais c'est juste. Je vous écris, je ne vous montre pas. Et on va essayer de comprendre pourquoi c'est ça. Voilà, je vous laisse noter. On commente et après on passe au suite. Est-ce qu'il y a quelque chose qui chagrine quelqu'un ou bien c'est bon? Oui. Entre le module de AN moins LA et la racine carrée J'ai de écrit AN ici. moins LA au carré, C'est même une égalité. c'est Vous avez raison, c'est même une égalité. Vous avez raison. J'avais écrit une égalité partielle.
Pour dire que c'est la suite des inégalités. Vous avez partout. Ça a changé la personne? Oui. Vous pouvez le comprendre. Partagez mon plaisir. Non, votre question, c'est comment est-ce qu'on peut utiliser le terme des gendarmes alors que je vous ai expliqué qu'il était faux. C'est ça votre question. Eh bien, je ne me trompe pas. Ce que je vous ai écrit là est juste. Ouais, c'est-à-dire que, en fait, les suites en présence, ce sont des suites réelles. Regardez, à partir de ce stade, à partir du tableau de droite, il n'y a que des règles. Ça, il faut le voir d'un seul bloc. Hein. Vous voyez ça d'un seul bloc, c'est une suite réelle. Ce qu'il y a dans les valeurs absolues, dans les modules, dans ces complexes. Et son module, c'est un réel. Oui. Vous parlez de ça là, de valeurs absolues? Non, c'est pas UM si on a son module. Bon, On parle du théorème des gendarmes en valeur absolue. Ah, d'accord. Parce que le théorème des gendarmes en valeur absolue, il vous dit ça. Alors, je crois que je vais l'écrire avec les lettres que j'ai utilisées dans le cours. Il se trouve qu'elles se télescopent avec des UN qui sont là. Le théorème des gendarmes en valeur absolue, je l'écris comme ça. Si Vn tend vers 0, alors Un tend vers 0. N'est-ce pas? Et il se trouve que ici, Vn, c'est module de Un moins L. Et Un, c'est Un AN moins L. AN moins L, qui doit être entre valeur absolue. Entre valeur absolue. D'accord? C'est d'accord? Voilà, là, il y a une subtilité qui est que, à partir au tableau de droite, il n'y a que des suites réelles. À condition de voir ça d'un seul bloc. Dès lors, je peux parler du théorème des gendarmes, je peux parler d'inégalité. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas d'erreur. Oui. Ce sont des valeurs absolues ou des modules? Là, ouais. Eh bien, comme ce qu'il y a à l'intérieur sont des réels, vous pouvez les voir comme bon vous semble, comme des réels ou comme des complexes. Et donc, si vous voyez ça comme des réels, c'est des valeurs absolues. Si vous voyez ça comme des complexes, c'est modules. Et les deux réalités sont vraies. Comme là, vous avez besoin du théorème des gendarmes sur les suites réelles, regardons-le comme un réel avec des valeurs absolues. D'ailleurs, là, regardez, je ne l'ai pas noté, j'ai peut-être plus tôt. Là, AN, c'est une suite réelle. BN, c'est une suite réelle. Et là, j'ai utilisé le produit, la somme de suites complexes. Donc là, en fait, de là à là, j'ai viré ma petite. Là, je les ai vus comme des réels. Et là, j'ai dit que c'est des réels, donc c'est des complexes particuliers. Je joue sur les deux tableaux, justement. C'est bon? Ouais. On a le droit de passer comme ça. Un réel, c'est un complexe particulier. Un réel, il est donc. Un réel hérite de toutes les propriétés d'un nombre complexe. En particulier, ce qu'on appelle valeur absolue pour un réel, si vous le voyez comme un complexe, ça s'appelle le module. Et il a exactement la même propriété. La valeur absolue en réel, c'est le module. Le module, c'est le module. Le produit des parties réelles, c'est la partie réelle du produit. C'est pareil pour le module, etc., etc. La première inégalité triangulaire, c'est la même. Et voilà. C'est d'accord pour tout le monde? Est-ce qu'il y a des questions ou pas? Alors, on arrête là pour ce chapitre. C'est bon, ça a coupé.